Le pouvoir absolu ne corrompt pas parce qu'il révèle la véritable nature de l'homme. Il corrompt parce qu'il crée une réalité alternative où la psyché humaine peut s'épanouir sans restriction, où chaque impulsion narcissique trouve non seulement validation, mais aussi les instruments pour transformer le caprice en loi, le ressentiment en sentence de mort et l'ego blessé en une machine de destruction parfaitement huilée. Les rois narcissiques de l'histoire n'étaient pas des monstres qui sont montés sur le trône. Ils étaient les architectes d'un enfer psychologique si raffiné que leurs victimes remerciaient souvent la torture, si systématique que la cruauté est devenue un protocole, si normalisée que la terreur est devenue une étiquette. Ce qui est le plus perturbant, ce n'est pas que ces hommes aient existé. Ce qui est le plus perturbant, c'est que le trône les attendait, prêt à transformer leur pathologie personnelle en politique d'État. Henri VIII d'Angleterre incarnait cette transformation avec une brutalité saisissante. Lorsque Anne Boleyn, la femme pour laquelle il avait défié le pape et fracturé le christianisme, cessa d'être le miroir reflétant sa grandeur, Henri ne se contenta pas de l'exécuter. Cela aurait été trop simple, trop honnête. Au contraire, il construisit un théâtre de dégradation psychologique si élaboré que l'exécution finale fut presque une miséricorde. D'abord, vint l'accusation d'adultère, non pas avec un, mais avec 5 hommes, dont son propre frère. La spécificité était le poison. Henri savait que l'esprit humain ne peut se défendre contre des accusations multiples et détaillées sans paraître désespéré. Chaque dénégation d'Anne semblait une confirmation. Chaque protestation d'innocence était réinterprétée comme une preuve de sa ruse. Mais la maîtrise psychologique d'Enrique ne résidait pas dans l'accusation, mais dans l'isolement. Anna a été séparée de sa fille, de sa famille, de toute personne pouvant lui rappeler qui elle avait été avant de devenir un réceptacle des projections réelles. Dans la tour de Londres, entourée de femmes sélectionnées spécifiquement pour rapporter chaque mot, chaque geste, chaque moment de faiblesse, Anna n'a pas seulement perdu sa liberté, elle a perdu sa réalité. Chaque pensée était potentiellement une trahison. Chaque émotion pouvait être utilisée contre elle. Henrique avait transformé son esprit en une prison plus efficace que n'importe quelle cellule de pierre. La brillanté sadica de cette méthode réside dans son économie psychologique. Henrique n'avait pas besoin de la torturer physiquement. La menace implicite de ce qui pourrait arriver à sa fille, à sa famille, à quiconque l'avait soutenue, suffisait. Anne Boleyn est devenue sa propre geôlière, en éditant chaque pensée, en mesurant chaque mot, sachant que le moindre signe de résistance pouvait déclencher une cascade de vengeance qui détruirait non seulement elle-même, mais aussi tous ceux qu'elle aimait. Et lorsque finalement elle a été exécutée, Enrique a montré un raffinement supplémentaire dans sa cruauté. Il a fait venir un épéiste français, apparemment comme un acte de miséricorde, une mort plus propre que la hache anglaise. Mais la véritable fonction de ce geste était de créer une dernière couche de confusion psychologique. Même lors de son exécution, Anne devait ressentir quelque chose de semblable à de la gratitude envers son bourreau. Enrique avait réussi ce que tout narcissique pathologique aspire à faire, contrôler non seulement les actions de sa victime, mais aussi ses émotions finales, infectant même le moment de sa mort de sa présence psychologique. Ce schéma se répète avec Catalina Howard, sa 5e épouse, mais avec une sophistication encore plus grande. Henrique avait déjà perfectionné sa méthode. Catalina était jeune, à peine adolescente, lorsqu'elle a épousé le roi vieillissant et physiquement dégradé. Lorsqu'on commençait à circuler des rumeurs d'infidélité, réelles ou fabriquées, Enrique n'a pas réagi avec la furie impulsive que l'on pourrait attendre. Au contraire, il a déployé une campagne de terreur psychologique si calculée qu'elle semblait conçue par un spécialiste moderne de la guerre psychologique. D'abord, le silence. Catalina a été informée des accusations, mais il ne lui a pas été permis de voir le roi ni de se défendre. Elle a été placée dans un limbe kafkaïen où elle savait que sa vie était en danger, mais où aucune opportunité ne lui était donnée d'influencer son destin. Puis vint le questionnement de tous dans son cercle. Chaque serviteur, chaque dame de compagnie, chaque personne ayant partagé une conversation privée avec elle. Enrique transforma toute sa vie en preuve, chaque moment d'intimité en une trahison potentielle. Ce qui rendait cela particulièrement cruel,
c'était que Catalina était véritablement jeune et naïve. Ses confessions, arrachées sous une pression psychologique extrême, révélaient non pas tant de la culpabilité que de la confusion. La panique d'un jeune esprit cherchant à comprendre quelle réponse pourrait la sauver. Enrique avait créé une situation où l'innocence et la culpabilité étaient indiscernables, où toute réponse était la mauvaise réponse. Mais la maîtrise d'Enrique n'était pas unique. C'était simplement une expression particulièrement claire d'une dynamique qui se répète dans tout pouvoir narcissique. Ivan le Terrible de Russie a porté ses techniques à une échelle et une brutalité qui font qu'Enrique semble presque modéré. Lorsque Ivan soupçonnait la ville de Nijni Novgorod de trahison, il ne se contenta pas de la punir. Il organisa un mois de massacres systématiques qui fut à la fois un spectacle psychologique et un génocide. Les familles étaient obligées d'observer la torture de leurs proches avant d'être elles-mêmes exécutées. La ville était encerclée pour que personne ne puisse s'échapper, transformant toute Novgorod en un théâtre de terreur où chaque habitant savait que la mort était inévitable, mais que le moment et la méthode étaient incertains. Cette incertitude était le véritable instrument de torture. Ivan comprenait intuitivement ce que confirment des siècles plus tard les psychologues modernes. L'anticipation de la douleur est souvent plus destructrice psychologiquement que la douleur elle-même. L'être humain peut supporter presque toutes les souffrances s'il a un cadre temporel, une fin visible. Mais lorsque la souffrance est indéfinie, lorsque chaque instant pourrait être le dernier ou le premier d'une nouvelle phase d'agonie, l'esprit commence à s'effondrer. Ce qui rend Ivan particulièrement fascinant d'un point de vue psychologique, c'est qu'il ne cherchait pas à dissimuler son sadisme derrière une façade de justice ou de nécessité politique. Contrairement à Enrique, qui au moins maintenait le théâtre de procès et d'accusations formelles, Ivan était transparent sur le fait que sa cruauté était personnelle, émotionnelle et en fin de compte arbitraire. Cela créait une terreur encore plus profonde. Ses victimes ne pouvaient même pas se consoler avec l'illusion que si elles se comportaient correctement, si elles étaient suffisamment loyales, si elles servaient bien, elles seraient en sécurité. Ivan pouvait se réveiller de mauvaise humeur et décider qu'un conseiller loyal depuis des décennies était désormais un traître méritant une mort atroce. Cet arbitraire total détruisait tout sens de l'agence ou du contrôle. Dans le monde d'Ivan, la bonté, la loyauté et la compétence étaient sans importance. Ce qui importait le plus, c'était l'état psychologique du tsar à un moment donné, quelque chose sur lequel personne n'avait de contrôle. L'Oprichnina, la police secrète personnelle d'Ivan, était l'institutionnalisation de cette caprice narcissique. Ces hommes, vêtus de noir et montant des chevaux noirs, portaient comme symbole une tête de chien et un balai, supposément pour signifier leur loyauté au tsar et leur rôle de balayer la trahison. Mais le message véritable était plus sombre. La tête de chien signifiait qu'ils étaient moins que des humains, des bêtes sans volonté propre qui existaient uniquement pour exécuter les désirs du tsar. Le balai représentait la propreté arbitraire, le fait que n'importe qui, à tout moment, pouvait être désigné comme saleté à balayer. Les membres de l'Oprichnina n'exécutaient pas seulement la violence d'Ivan, ils l'amplifiaient. Ils savaient que leur position dépendait de prouver constamment leur utilité, ce qui signifiait trouver sans cesse de nouvelles victimes, de nouvelles conspirations, de nouvelles trahisons. Ivan avait créé un système qui générait sa propre justification, où l'appareil de terreur devait constamment se nourrir pour prouver qu'il était nécessaire. Ce mécanisme d'auto-perpétuation est l'endroit où le narcissisme individuel devient quelque chose de plus dangereux, un système qui transcende tout individu. Néron de Rome en a tiré sa conclusion logique. Lorsqu'un incendie a dévasté Rome en l'an 64 après J.C., Néron n'a pas vu une tragédie, mais une opportunité. Les accusations selon lesquelles il aurait lui-même déclenché le feu pour pouvoir reconstruire Rome selon sa vision mégalomane étaient probablement vraies. Mais cela est presque sans importance. Ce qui compte, c'est la façon dont Néron a répondu à ces accusations. Au lieu de se défendre, il a créé un bouc émissaire. Les chrétiens. Ce n'était pas une persécution religieuse au sens moderne. C'était un théâtre de cruauté, conçu spécifiquement pour rediriger la colère publique et satisfaire simultanément les impulsions sadiques de Néron.
Les chrétiens furent exécutés de manière conçue pour le spectacle public. Ils furent recouverts de peaux d'animaux et déchirés par des chiens, crucifiés et brûlés vifs en tant que torches humaines pour illuminer les jardins de Néron lors de ses fêtes nocturnes. Chaque exécution était une pièce de théâtre, où Néron était le metteur en scène, le public et le critique. Ce qui rend cela particulièrement inquiétant, c'est que cela a fonctionné. La population de Rome, traumatisée par l'incendie et cherchant désespérément quelqu'un à blâmer, a accepté la narration de Néron. Les chrétiens sont devenus des monstres dans l'imaginaire populaire, ennemis de Rome qui méritaient toutes les souffrances qui leur étaient infligées. Néron avait réussi quelque chose que tout narcissique pathologique poursuit: redéfinir la réalité elle-même. La cruauté n'était plus de la cruauté, c'était de la justice. Le sadisme n'était plus du sadisme, c'était une nécessité politique. Et quiconque remettait en question cette nouvelle réalité risquait d'être classé parmi les ennemis. C'est cela la terreur ultime du pouvoir narcissique. Il ne punit pas seulement la dissidence, il rend la dissidence psychologiquement impossible. Remettre en question Néron, c'était remettre en question la sécurité de Rome, la légitimité de l'ordre social, la distinction même entre le bien et le mal. Néron avait transformé sa pathologie personnelle en la cosmologie de l'Empire. Mais il existe un aspect encore plus sombre de cette dynamique que ces exemples historiques commencent à peine à révéler. Le véritable génie maléfique du pouvoir narcissique n'est pas la violence qu'il inflige, mais la violence qu'il fait subir à ses victimes, qui se font subir à elles-mêmes. Caligula de Rome comprenait cela avec une clarté qui reste troublante 2 millénaires plus tard. Ses actes les plus notoires, comme nommer son cheval Incitatus Consul ou se déclarer Dieu vivant, sont souvent interprétés comme des signes de folie. Mais ils étaient quelque chose de plus calculé. Des tests de réalité conçus pour mesurer jusqu'où ils pouvaient déformer la perception de ceux qui l'entouraient. Lorsque Caligula insistait pour que le Sénat traite son cheval comme un collègue, il ne se contentait pas d'humilier les sénateurs. Il les obligeait à participer activement à leur propre dégradation, à défendre publiquement quelque chose qu'ils savaient absurde, à entraîner leur esprit à accepter l'inacceptable. Chaque sénateur qui se conformait à cette mascarade devenait moins capable de résister à la transgression suivante, à l'impossibilité suivante. Caligula ne brisait pas seulement leur dignité, il brisait leur capacité à reconnaître où leur dignité devait résider. Cette technique de forcer la participation active à sa propre humiliation est peut-être l'outil le plus sophistiqué dans l'arsenal du narcissique puissant. Il ne suffit pas que les victimes souffrent, elles doivent être complices de leur souffrance. Elles doivent dire les mots qui les condamnent, signer les documents qui les détruisent, sourire pendant que leur propre gibet se construit. Cela crée un piège psychologique dont il est presque impossible de s'échapper. Une fois que vous avez participé à votre propre dégradation, la dissonance cognitive fait le reste du travail. L'esprit humain ne peut pas tolérer facilement l'idée d'avoir trahi ses propres valeurs, alors il commence à réinterpréter ses valeurs. Peut-être que la dignité n'était pas si importante. Peut-être que la résistance était vraiment impossible. Peut-être que le narcissique avait raison tout le temps. Cette rationalisation est la victoire ultime du pouvoir narcissique. Il n'a plus besoin de forcer l'obéissance parce que ses victimes se forcent désormais elles-mêmes. Les mécanismes psychologiques que ces rois exploitaient instinctivement ont été étudiés et nommés par la psychologie moderne, mais cela ne les rend pas moins efficaces. Le lien traumatique, où les victimes d'abus développent des attachements émotionnels paradoxaux avec leurs abuseurs, n'est ni une faiblesse ni une pathologie. C'est une réponse de survie. Lorsqu'une personne détient un pouvoir absolu sur votre vie et peut alterner entre cruauté et miséricorde de manière imprévisible, votre cerveau commence à rechercher désespérément des schémas, essayant de trouver les règles qui vous maintiendront en sécurité. Et lorsque l'abuseur montre occasionnellement de la bonté ou retire simplement la menace temporairement, le soulagement est si intense qu'il ressemble à de l'amour. Les rois narcissiques comprenaient cela intuitivement. Henri VIII alternait entre une affection extravagante et une cruauté froide. Ivan le Terrible pouvait pleurer de remords pour ses victimes un jour et ordonner de nouvelles atrocités le lendemain. Cette incohérence n'était pas une faille dans son contrôle psychologique, c'était l'essence même de lui. Il maintenait tout le monde en état d'hypervigilance,
essayant toujours de deviner quelle version du roi ils allaient rencontrer, ajustant constamment leur comportement pour maximiser les chances de trouver le roi bienveillant plutôt que le monstre. L'impuissance apprise, le phénomène où les victimes d'abus chroniques cessent d'essayer de s'échapper même lorsque la sortie devient possible, était une autre arme dans leur arsenal inconscient. Lorsque chaque tentative de résistance est punie, lorsque chaque signe d'autonomie est écrasé, lorsque chaque espoir est systématiquement détruit, l'esprit finit par cesser de générer des espoirs. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une adaptation rationnelle à une réalité impossible. Les courtisans de ces rois avaient souvent des occasions de s'évader, de fuir, de conspirer. Mais après des années de conditionnement, l'idée même de résistance devenait psychologiquement impossible. Ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas imaginer la liberté, c'était qu'ils ne pouvaient plus imaginer que la liberté était possible pour eux. Ils étaient devenus des prisonniers parfaits, des personnes qui maintiendraient des chaînes en place, même si le geôlier les enlevait. Et puis, il y a la normalisation, peut-être l'effet le plus insidieux de tous. Lorsque la cruauté est constante, lorsque la terreur devient routinière, lorsque l'humiliation est quotidienne, quelque chose d'étrange se produit dans la psyché humaine. L'anormal devient normal. L'intolérable devient tolérable. Non pas parce que les victimes deviennent plus fortes ou plus résistantes, mais parce que redéfinir ce qui est normal est la seule façon pour l'esprit de garder sa lucidité. Les courtisans d'Ivan ont appris à discuter du climat pendant qu'ils observèrent des tortures. Les conseillers de Néron ont appris à planifier la politique pendant que l'empereur organisait des atrocités pour son divertissement. Cette normalisation créait une réalité alternative, où l'impossible était simplement ainsi que les choses sont. Et une fois que vous atteignez ce point, une fois que vous avez accepté l'inacceptable comme le fondement de la réalité, il n'y a plus de limite que le narcissique ne puisse franchir. Chaque nouvelle transgression élargit simplement un peu plus la définition de la normalité. Mais voici la partie vraiment effrayante. Ce ne sont pas seulement des phénomènes historiques, des reliques d'époques plus brutales. Les mécanismes psychologiques que ces rois exploitaient restent exactement les mêmes dans le cerveau humain moderne. La seule différence est le contexte. Le narcissique moderne n'a pas besoin du pouvoir de vie ou de mort sur ses victimes. Le pouvoir économique, social et émotionnel suffit. Un chef peut créer le même cycle d'espoir et de désespoir qu'Henri VIII, alternant entre éloges et humiliation jusqu'à ce que les employés commencent à mesurer leur valeur à leur réaction. Un couple peut déployer le même isolement qui a transformé l'esprit d'Anne Boleyn en une prison, éloignant systématiquement quelqu'un de ses réseaux de soutien jusqu'à ce que l'abuseur devienne sa seule réalité. Un leader charismatique peut créer la même normalisation que celle qui a amené les Romains à accepter les atrocités de Néron, en redéfinissant lentement quels comportements sont acceptables jusqu'à ce que l'impensable devienne routinier. La différence est d'échelle, pas de type. Le PDG qui détruit systématiquement la confiance de ses employés en sa propre compétence utilise la même technique qu'Ivan lorsqu'il a transformé la loyauté en une catégorie sans signification. Le politicien qui construit sa base de pouvoir sur la diabolisation d'un groupe externe suit le même manuel que Néron lorsqu'il a créé les chrétiens comme bouc émissaire. Le manipulateur émotionnel qui pousse son partenaire à remettre en question sa propre perception de la réalité utilise le même outil que Caligula lorsqu'il a forcé le Sénat à traiter son cheval comme un égal. Les mécanismes sont universels parce que la psychologie humaine est universelle. Ce qui change, c'est simplement la quantité de pouvoir que possède le narcissique pour mettre en œuvre ces mécanismes, jusqu'où il peut aller dans la torture avant que des forces extérieures n'interviennent. Et c'est ici que l'histoire des rois narcissiques devient vraiment pertinente pour le monde moderne. Ce n'est pas un avertissement contre des tyrans lointains, c'est une carte du fonctionnement de la violence psychologique à toute échelle. Chaque technique qu'Henri ou Ivan ou Néron ont utilisée, chaque mécanisme psychologique qu'ils ont exploité, est disponible en miniature pour toute personne ayant un déséquilibre de pouvoir et une pathologie narcissique. Le schéma est toujours le même. D'abord vient l'isolement, séparant la victime de toute réalité alternative. Ensuite vient la redéfinition, modifiant lentement la perception de la victime de ce qui est normal, acceptable, tolérable. Puis vient la participation forcée, faisant de la victime une complice de sa propre destruction. Et enfin,
la normalisation, où la victime ne peut plus imaginer que les choses pourraient être différentes. Ce n'est pas un processus qui nécessite une armée ou une couronne. Il suffit de pouvoir différencier et de la volonté de l'exploiter sans limite morale. Les rois narcissiques de l'histoire n'ont pas été des aberrations. Ils ont été des expressions pures d'une dynamique qui existe partout où le pouvoir se concentre et où l'empathie fait défaut. Ce furent des enseignants involontaires, laissant derrière eux un curriculum complet sur la manière de détruire une psyché humaine de manière systématique. Et ce qui est le plus perturbant, c'est que leurs méthodes fonctionnent non pas parce qu'elles sont particulièrement complexes ou nécessitent une intelligence spéciale. Elles fonctionnent parce qu'elles sont parfaitement calibrées pour exploiter les vulnérabilités intégrées dans la cognition humaine. Le besoin de prévoir l'avenir, la recherche de motifs, l'impulsion de rationaliser son propre comportement, la capacité à normaliser progressivement la normale, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des caractéristiques du cerveau humain, des adaptations qui nous servent généralement bien. Mais entre les mains d'un narcissique au pouvoir, ils deviennent des vecteurs d'infection, des points d'entrée pour un système de contrôle qui peut transformer même la personne la plus forte en son propre geôlier. La dernière leçon des rois narcissiques n'est pas que le pouvoir corrompt. C'est trop simple, trop réconfortant dans son implication, que le problème est le pouvoir lui-même. La véritable leçon est que certains types de personnalités, lorsqu'ils sont combinés à un pouvoir illimité, créent des machines prévisibles de destruction psychologique. Non pas parce qu'ils sont fous ou monstres, mais précisément parce qu'ils sont humains. Humains avec une configuration particulière de besoins psychologiques et une absence presque totale des restrictions normales qui maintiennent ces besoins sous contrôle. Le narcissique pathologique a besoin d'une validation constante, mais aucune quantité de validation n'est suffisante car ce besoin découle d'un vide intérieur qui ne peut être comblé de l'extérieur. Ils ont besoin d'un contrôle total sur la façon dont les autres les perçoivent, mais la réalité de l'individualité des autres menace toujours ce contrôle. Ils doivent prouver leur supériorité, mais toute preuve de compétence ou de valeur chez les autres remet en question cette supériorité. Ces besoins contradictoires et impossibles à satisfaire créent un moteur perpétuel de cruauté. Peu importe combien de personnes ils détruisent, peu importe à quel point ils contrôlent leur environnement, le vide intérieur demeure. Et ainsi, la destruction continue, non vers un objectif réel, mais simplement parce que la machine psychologique ne peut s'arrêter. Henri VIII ne trouva pas la paix après Anne Boleyn. Il continua de se marier, de détruire et de rejeter jusqu'à sa mort. Ivan le Terrible tua son propre fils dans un accès de colère et passa le reste de sa vie oscillant entre un remords paralysant et une nouvelle violence. Néron se suicida finalement lorsque son empire le rejeta, mais pas avant d'avoir détruit d'innombrables vies dans sa quête de validation. Caligula fut assassiné par sa propre garde, fatigué de sa cruauté capricieuse. Aucun d'eux n'a réussi ce qu'il cherchait, parce que ce qu'il cherchait était psychologiquement impossible. Ils n'essayaient pas d'atteindre des objectifs politiques ou de construire des héritages durables. Ils tentaient d'utiliser un pouvoir externe pour combler des vides internes, de forcer le monde à remplir un espace qui ne peut être comblé de l'extérieur. Et dans cette tentative impossible, ils ont créé une misère incalculable, non pas par pure malveillance, mais par une pathologie que le pouvoir illimité a transformée d'une dysfonction personnelle en une politique d'État. Cela soulève une question finale et inconfortable. Quelle part de cette dynamique est présente dans les structures de pouvoir que nous considérons comme normales, acceptables, voire nécessaires? Quelle part du comportement que nous tolérons chez les leaders, les chefs, les figures d'autorité n'est qu'une version atténuée de ce que ces rois faisaient sans restriction? La différence entre Henri VIII et le PDG qui gouverne par la peur peut être une question de degré, pas de type. La différence entre Ivan le Terrible et le manipulateur qui contrôle sa famille par l'anxiété peut simplement être une question d'échelle. Les mécanismes sont les mêmes. La psychologie est la même. Seule l'étendue du pouvoir varie. Et si cela est vrai, alors l'histoire des rois narcissiques n'est pas du tout une histoire. C'est un manuel d'opération, un texte fondamental qui explique quelque chose qui se passe encore, tous les jours, dans des bureaux, des foyers et des institutions à travers le monde. Mais cela se produit maintenant avec suffisamment de subtilité, avec une négation plausible suffisante,
que nous pouvons prétendre que c'est quelque chose de différent. Les rois narcissiques nous ont montré que la destruction psychologique ne nécessite pas de monstres surnaturels. Elle nécessite simplement des configurations particulières de personnalité, des déséquilibres de pouvoir et l'absence de restrictions efficaces. Ils nous ont appris que les personnes les plus dangereuses ne sont pas nécessairement les plus violentes, mais celles qui peuvent faire paraître la violence normale, nécessaire, voire vertueuse. Ils nous ont appris que la forme de maltraitance psychologique la plus efficace n'est pas celle qui brise ses victimes de manière évidente, mais celle qui en fait des participantes volontaires à leur propre destruction. Ils nous ont appris que le pouvoir sans empathie crée des systèmes qui se perpétuent eux-mêmes, où chaque acte de cruauté crée les conditions pour le suivant. Et peut-être le plus important, ils nous ont appris que ces dynamiques ne sont pas des reliques d'époques barbares. Ces possibilités permanentes de la condition humaine, toujours présentes partout où le pouvoir se concentre et où les contrôles institutionnels sont faibles. Ce qui reste est une question à laquelle chaque personne doit répondre par elle-même. Dans ta propre vie, dans les structures de pouvoir que tu habites ou auxquelles tu sers, quelle part de cette dynamique est présente? Combien de ta normalité est une normalisation? Combien de fois as-tu participé à ta propre dégradation, puis rationalisé qu'il n'y avait pas d'autre choix? Combien de fois as-tu vu d'autres soumis à ce processus et décidé que ce n'était pas ton problème? Les rois narcissiques sont morts, mais l'architecture psychologique qu'ils ont construite est toujours vivante, attendant qu'un quelconque puisse la mettre en œuvre et ait la volonté de le faire. La question n'est pas de savoir si ces dynamiques existent. La question est de savoir combien de ta vie est déjà vécue à l'intérieur d'elle, et ce que tu ferais si tu voyais enfin les barreaux de la cage que tu as appris à appeler liberté.